Conférence de l'Université populaire de Michel-Onfray. Génie de l'hédonisme. Aujourd'hui, les enjeux de l'épicurisme. Bonsoir, merci pour votre belle fidélité. Je voudrais profiter de cette séance pour faire un bilan de ce que nous avons examiné depuis le début de nos travaux en commun, pour commencer à dessiner un petit peu le portrait de ce vers quoi nous allons, ou le portrait de cette histoire de la philosophie hédoniste et non officielle. Donc je voudrais vous proposer un peu d'historiographie à considérer comme pas comme une pause, mais comme une articulation nécessaire entre ce qu'on a vu précédemment et ce qu'on va voir prochainement avec l'épicurisme. Donc je voudrais qu'on puisse réfléchir sur les conditions d'écriture de l'histoire. Vous savez que depuis Paul Venn et les travaux de Paul Venn sur les mythes grecs ou sur la façon d'écrire l'histoire, on ne peut plus penser l'écriture de l'histoire d'une manière aussi simple et simpliste qu'on a pu le faire précédemment. Sous l'influence de Michel Foucault, Paul Venn a dit combien il y avait des jeux de force, combien il y avait des influences, des enjeux multiples, à partir de ce qu'il appelait des épistémés, c'est-à-dire des terrains idéologiques qui sont des terrains constitutifs d'une pensée, mais qu'une pensée constitue aussi. À partir de tout ça, on va essayer de voir à quoi a bien pu servir ce trajet du matérialisme abdéritain jusqu'à Épicure, et puis à quoi ça sert Épicure, ou comment ça marche, ou ce que sont, ce sera le titre de cette intervention, ce que sont les enjeux de l'épicurisme. J'ai utilisé une formule ou une formulation, vous savez que les métaphores sont dangereuses et qu'il faut les expliciter. La formulation, ça partait du principe d'archipel, elle partait du principe d'archipel, et j'ai signifié cette année en disant qu'elle permettrait de parcourir l'archipel présocratique, l'archipel pré-chrétien, et il faut imaginer que l'archipel dit ce qu'il dit, c'est-à-dire vous avez un ensemble d'îles et d'îlots, vous avez des îles plus ou moins importantes que d'autres, toutes procèdent d'un même terreau, mais vous avez une disparité, et c'est cette disparité qui fait les distinctions, et ces distinctions qui font en même temps une unité. C'est à partir de ce principe d'archipel que je voudrais vous proposer une lecture de l'histoire de la philosophie, ça paraît très immodeste, mais allons-y, et essayer de proposer une lecture alternative aux lectures dominantes. Vous avez une lecture dominante qui est essentiellement platonicienne, elle se fait sous le régime de Platon et sous le régime de l'idéalisme. On va essayer de voir comment on peut faire trois grands temps dans l'histoire de la philosophie, et comment l'un de ces trois grands temps procède d'Épicure, du combat du moins entre Platon et Épicure. On pourrait réfléchir sur la façon dont l'histoire se construit, se constitue à partir de luttes de grands concepts ou de grandes notions. Par exemple, l'ascétisme et l'hédonisme, théorie ou pratique, ou idéalisme et matérialisme, qui sont quand même des grandes occasions de faire réfléchir ou de faire penser les grandes mécaniques intellectuelles qu'ont été les philosophes au travers des siècles. On pourrait voir ce que sont ces enjeux qui ne sont pas forcément dits. L'ascétisme n'apparaît pas forcément comme un mot clairement utilisé, l'hédonisme non plus, et pourtant, parfois, ce sont essentiellement les enjeux qui travaillent aussi bien Platon que Démocrite dans leur combat, dans leur difficulté à s'entendre et à se parler. Il faut, d'une certaine manière, prendre sa respiration avant d'entrer dans Épicure et l'épicurisme, parce que c'est un grand moment, c'est un grand morceau de l'histoire de la philosophie, et c'est un grand moment qui permet la pensée alternative à l'idéalisme et au christianisme. Sur l'ensemble des siècles qui nous séparent, la construction du christianisme, on dira, et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'individus, il y a eu un certain nombre de pensées, il y a eu une disparité, mais elle se fait, cette disparité, à partir d'une unité, et c'est critique et commentaire d'Épicure. Comment donc envisager ce premier temps de l'histoire de la philosophie, ce premier moment que je qualifie d'idéalisme platonicien? C'est l'idéalisme platonicien qui domine, et en termes de date, il va des présocratiques jusqu'au christianisme, le présocratique 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et je dirais le christianisme, on s'expliquera là-dessus, mais pas zéro, mais le 2e siècle après Jésus-Christ. L'invention de Jésus se fait au 2e siècle après Jésus-Christ, on en reparlera. Mais cette période, donc, balaye des présocratiques jusqu'à Tertullien, on dira, et on y voit apparaître deux grands noms, deux grandes figures et deux grands textes programmatiques d'une certaine manière. Les deux grands noms, ce sont Platon et Épicure, justement. Les deux textes programmatiques, ce sont le Phédon, le texte de Platon, et puis la lettre à Ménécée, texte d'Épicure. Qu'est-ce qu'on trouve dans la pensée platonicienne?
Là encore, on a eu l'occasion de voir ces choses-là fonctionner dans le Phileb, et je fais une petite synthèse. Synthèse, par définition, est toujours un peu rapide et caricaturale, mais le platonisme, c'est essentiellement un idéalisme. C'est-à-dire l'idée, chez Platon, est supérieure à la réalité sensible. Il y a deux univers, deux mondes, un monde idéal, un monde intelligible, celui qui ne se perçoit que par l'intelligence, et puis un autre monde, le sensible, celui qu'on ne perçoit que par les cinq sens. Platon nous dit, la réalité est idéale, l'erreur est sensuelle, elle est sensible. Ce que vous prenez pour le monde, vous vous trompez, ce n'est pas le monde. Le monde, essentiellement, c'est un monde idéal, c'est un monde d'idées. L'induction à partir de cet idéalisme, c'est un dualisme, une opposition très claire et très nette entre l'intelligible et le sensible, et une opposition irréductible. On verra, on pourrait voir comment cette opposition travaille l'histoire de la philosophie, comment elle se retrouve par exemple dans l'opposition entre corps et âme chez Descartes, comment elle se manifeste aussi entre substance étendue, substance pensante et chez Spinoza par exemple, et comment ce concept, cette façon d'imaginer le réel en deux, structure d'une certaine manière la pensée classique, du moins la pensée officielle. Ce qui induit à l'évidence un manichéisme. Le réel est toujours beaucoup trop complexe, beaucoup plus complexe que ce que le manichéisme dit, qui oppose deux instances comme si elles étaient irréductibles, et rencontre évidemment le problème de l'articulation de ces deux instances. Comment on fait si on a l'intelligible d'un côté, le sensible de l'autre, si on a le corps et si on a l'âme séparée? Qu'est-ce qui réunit le divers ou le séparé? Et puis grande option également du platonisme ou de la tradition idéale ou idéaliste, c'est la transcendance. Cette idée que le sens du terrestre serait dans le céleste. C'est-à-dire que la vérité du monde, elle est au ciel, dans le ciel des idées, dans le ciel idéal, dans le ciel des chrétiens aussi si on veut, mais la vérité du réel n'est pas dans le réel, elle est au-delà du réel, elle est dans ce dont le réel participe ou procède. Par définition, tout ça culmine dans un idéal ascétique, l'expression est nietzschéenne, on ne trouve pas cette idée-là chez les Grecs, et l'idéal ascétique se manifeste par la haine du corps, la détestation du corps, avec évidemment ce qui va ensemble, c'est-à-dire la célébration de l'âme. Idéalisme, dualisme, manichéisme, transcendance, idéal ascétique, voilà autour de quoi tournent les pensées idéalistes dans la Grèce du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au catholicisme, jusqu'au christianisme. Il y a un premier lignage. Je dirais que ce Platon, il ne sort pas de nulle part et il produit des effets. Par définition, sortir un individu comme celui-ci, que ce soit Platon ou que ce soit Épicure, ça procède de l'arbitraire, du pur arbitraire. Je suis dans le pur arbitraire, d'aucuns pourraient me dire que c'est une autre figure qui pourrait être la figure retenue, Pythagore par exemple, et peut-être un autre matérialiste qui pourrait être Lucrèce. Je ne suis pas contre, je vous dis que les métaphores permettent de réfléchir ensemble, mais qu'elles ne sont pas définitives. Il y a des individus dont on peut penser qu'ils sont plus représentatifs que d'autres. Je pense que le couple Platon-Épicure fonctionne sur ce terrain-là. On avait déjà eu l'occasion de dire que la lecture un peu dualiste, qui suppose deux lignages, est peut-être un peu fautive et qu'il faudrait utiliser une métaphore végétale, celle que Deleuze utilise quand il parle des rhizomes. Si vous avez arraché dans nos campagnes des bourses à pasteurs, ce n'est pas trivial, c'est une plante. Si vous arrachez des bourses à pasteurs, eh bien, vous découvrez qu'il y a une espèce de ligne comme ça, et puis des radicelles, une racine et des radicelles. Et le rhizome est une occasion de penser plus finement, je dirais, que l'opposition dualiste. Il faudrait, on aurait le temps, mais ça n'est pas le lieu et l'occasion, il faudrait penser en termes rhizomatiques. Il y a un rhizome platonicien, il y aurait un rhizome épicurien, et voir comment ce rhizome se constitue. Parce que Platon procède à l'évidence de Pythagore et de Parménide, qui sont des individus qu'il a lus et qu'il connaît bien. Et puis, du platonisme procède le stoïcisme, et puis Augustin et les pères de l'Église, ça fonctionne comme ça. Il y a évidemment des pensées qui précèdent, des pensées contemporaines et des pensées qui suivent, mais ces pensées-là, elles ont également un point commun. Il s'agit de réduire la totalité du réel à une unité, et de nommer cette unité. Le réel est divers, il est multiple, il nous apparaît de manière fragmentée, éclatée et explosée. Il s'agit de réduire le divers à quelque chose qui soit l'occasion de nommer la totalité du monde. Chez Parménide, ce sera l'un, chez Pythagore le nombre, chez Platon l'idée, et puis chez les stoïciens, on aura le fatum. Faites un petit mélange de tout ça, et vous aurez quasiment nommé Dieu, qui sera aussi l'unité des chrétiens, ce vers quoi tout culmine. Ce courant-là, par définition, c'est le courant dominant dans l'histoire de la philosophie. Depuis qu'on enseigne la philosophie, on enseigne cette philosophie-là. On n'enseigne pas les enjeux, on n'enseigne pas la polémique,
On n'enseigne pas ce qui fait que Platon peut écrire contre les Cyrénaïques ou contre Démocrite ou Aristippe de Cyrène et Démocrite et le matérialisme abdérita. On ne signifie pas ces choses-là. On a l'impression que la philosophie procède d'elle-même, que Platon ne procède que de lui-même et qu'il n'est pas dans des enjeux ni dans des débats. François Châtelet, en son temps, avait écrit un livre qui s'appelait La philosophie des professeurs, et il expliquait comment on fabriquait une philosophie officielle, ce qu'il appelait la PSU. À l'époque, ça avait un sens et ça faisait de l'humour. C'était ironique, la philosophie scolaire et universitaire, et il expliquait comment, à partir des programmes, le programme est un enjeu d'ailleurs, toujours aujourd'hui, à partir des programmes de l'histoire de la philosophie qu'on enseigne dans les classes terminales, eh bien, on fabrique idéologiquement des pensées, des consciences, et on taille dans l'histoire de la philosophie une philosophie dont on pense qu'elle est présentable et qu'elle est utile à justifier la plupart du temps le monde comme il va. Cet idéalisme platonicien, je vous dis donc qu'il a sa figure alternative, c'est Épicure. Voilà comment les enjeux se placent, d'une certaine manière. Vous voyez comment cette figure d'opposition devient une figure majeure et cardinale dans l'histoire de la pensée hédoniste. Et si vous voulez voir comment Platon s'oppose à Épicure, ou Épicure à Platon, eh bien il faut lire face à face, d'une certaine manière, le Phédon, ce dialogue de Platon, et la lettre à Ménécée. Le Phédon est un texte quasi pré-chrétien, c'est-à-dire quand vous lisez le Phédon, vous vous apercevez que ça pourrait être un texte écrit par un chrétien. Le dualisme, évidemment, le corps et l'âme immatérielle, l'âme qui peut être sauvée ou qui peut périr en fonction de la vie qu'elle aura connue précédemment, la métempsychose et la métransomatose, l'idée qu'on puisse se réincarner dans un corps, ça ce n'est pas très chrétien, c'est plutôt pythagoricien, mais l'idée qu'on puisse mériter son salut ou ne pas être sauvé mais parce qu'on aura fait ce qu'il fallait pour, ça c'est une idée que les chrétiens reprendront ensuite et ils inventeront à partir de ça la culpabilité qui n'existe pas chez les Grecs. Épicure, lui, dans la lettre à Ménécée, qui est l'un des textes qui nous reste, m'expliquera, je vous donnerai le détail de ce qui reste d'Épicure, comment on a trouvé ça, comment on l'a découvert et ce que sont ces fragments. Eh bien, il prend quasiment le contre-pied. C'est moi qui vous propose des alternatives, donc c'est pas forcément toujours aussi net que ça, mais il prend le contre-pied de l'idéalisme platonicien. Et à l'idéalisme, il oppose un matérialisme franc et net, en considérant que le réel, lui, se réduit au seul sensible. Ça paraît évident, mais c'est pas forcément une évidence à cette époque, et pour certains, ce n'est pas toujours une évidence non plus. Le réel, ce que vous voyez, et la vérité, c'est la même chose. Il n'y a pas à chercher un sens au réel en dehors du réel. Le réel est autosuffisant. Il faut faire avec. Clément Rosset réfléchit sur cette question de la nature et de ce qu'il appelle l'idiotie du réel, en jouant sur l'étymologie du grec qui fait de l'idiot celui qui est sans double, ou ce qui est sans double. Il y a effectivement un réel idiot, il est dans la nature du réel d'être idiot, il est sans double. Il n'a pas de correspondance de manière immatérielle ou de manière cérébrale, conceptuelle. Le réel, un point c'est tout, et rien d'autre. Au dualisme platonicien, Épicure oppose, lui, le monisme, cette philosophie qui permet de dire qu'il n'y a qu'une seule réalité, et que le réel ne permet que des variations sur ce thème-là. Si on peut utiliser la métaphore musicale, dire le thème est donné et les variations finalement permettent la philosophie. Elles permettent la pensée de l'individu qui va réfléchir. Quand la Métrie dit par exemple qu'il n'existe qu'une seule substance diversement modifiée, eh bien il dit ça. Il y a un réel et la modification de ce réel, ça fabrique la diversité et la multiplicité. Mais pas besoin d'aller chercher le sens du monde en dehors du monde. Au manichéisme platonicien et dualiste qui nous enferme encore aujourd'hui, on pense de manière manichéenne et notre structuration, notre pensée est structurée de manière manichéenne, au contraire des orientaux qui pensent différemment et qui ne sont pas dans les catégories de dualisme et de manichéisme. Épicure fonctionne sur un terrain que je dirais unitariste. Ça n'a rien à voir avec les unitaristes. En termes de religion, c'est le terme que j'ai récupéré chez Littré et qui nous permet de dire que le réel est sûrement complexe, mais il est un. Il y a une unité du réel. Idée qui paraît évidente aujourd'hui quand on est informé, je dirais, par tout ce qui est neurosciences, par tout ce qui est physique nucléaire et théories scientifiques les plus avancées, les plus pointues, mais à l'époque, on est dans des options de réflexion pure, de méditation et de déduction de ce que le réel nous enseigne. On a quand même une pensée assez brillante puisqu'elle déduit tout ça simplement de l'intelligence de ces penseurs et de ces philosophes. Et puis, à l'idéal ascétique des platoniciens, évidemment, on oppose un idéal hédoniste, c'est-à-dire que
Il n'y a pas de haine du corps à avoir, mais il faut viser le plaisir dans l'existence. Tout est dans les définitions du terme plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? Quand est-ce qu'il est? Quand est-ce qu'il existe? Quand est-ce qu'il apparaît? Évidemment, c'est tout le travail que nous faisons depuis le début de ce séminaire pour essayer de voir comment les penseurs ont tâché de définir, les penseurs hédonistes ont tâché de définir cette impensée de l'histoire de la philosophie officielle, la question du plaisir. Comme je vous disais qu'il y avait des lignages chez Platon, que Platon ne procédait pas de rien et que Platon induisait, procédait de Parménide et de Pythagore, et puis qu'il induisait le stoïcisme et la pensée chrétienne, eh bien il y a la même chose, et vous reconnaîtrez ce qu'on a fait depuis un certain nombre de séances, la même chose chez Épicure. Lui fait sa synthèse à partir du matérialisme Abdère, souvenez-vous, la ville dans laquelle Démocrite voit le jour, le Cype et Démocrite, le matérialisme, avec cette idée que le réel se réduit aux atomes, pas aux idées, aux atomes. Aristippe également, qui est l'occasion d'intégrer une pensée cyrénaïque, question du plaisir. Diogène, le cynique, la question de l'ascèse. Ces gens-là sont des individus qui sont connus par Épicure, qui pensent à partir d'eux, et même s'ils l'étaient, même s'ils n'apparaissent pas forcément nettement et clairement, même si les opinions de tel ou tel ne sont pas discutées, on sait que Épicure connaissait ces philosophes qui le précédaient. Et puis donc cette figure cardinale qu'il est, lui, comme Platon est une figure cardinale de l'idéalisme, cette figure rend possible un épicurisme, c'est-à-dire une doctrine qui s'inspire de lui, mais qui d'une certaine manière le conserve et le dépasse, à partir d'autres individus qui sont des campaniens, c'est-à-dire qui sont en Campanie, la région autour de Naples aujourd'hui, et qui sont des individus qu'on ne connaît pas, Philodème de Gadara par exemple, ou des individus qu'on connaît mieux comme Lucrèce, les élégiaques, les poètes élégiaques, c'est-à-dire Catulle, Tibulle, Properce et quelques autres dont on connaît le nom, pas forcément les œuvres. À l'évidence, ce courant-là est négligé dans l'historiographie officielle. Vous pouvez chercher dans les universités, les bibliothèques, les librairies, et vous ne trouverez pas grands travaux sur cette question. Platon, les stoïciens, Augustin, tout ça est en Pléiade. Ça existe aussi en livre de poche, ça existe chez Budet, dans les belles lettres, la Rolls, d'une certaine manière, de la pensée antique et de la philosophie antique. Vous pourrez chercher longtemps, il n'existe pas une seule traduction française de Philodème de Gadara. Vous pourrez chercher, il n'existe pas d'édition non plus de Métrodore, et de tous les philosophes campaniens dont on a retrouvé les œuvres, à Herculanum étant la ville qui, à côté de Pompéi, en 79 après Jésus-Christ, s'est trouvée recouverte par une coulée de boue, 20 mètres de lave qui ont recouvert cette ville et qui l'ont pétrifiée en laissant intacte une bibliothèque de Philodème justement, dans laquelle on a trouvé ces penseurs, ces pensées au XVIIIe siècle, et depuis 2 siècles, eh bien, on n'a pas réussi à faire encore une édition française de ces philosophes épicuriens. Voilà comment les enjeux d'Épicure et de l'épicurisme peuvent apparaître. Je vais faire une petite incise, et c'est ce qui permettra éventuellement de voir un petit peu plus loin et continuer sur ce terrain-là, sur cette historiographie que je vous propose, parce que d'une certaine manière, c'est aussi l'histoire de l'épicurisme que d'envisager dans la suite des événements comment on pense à partir du christianisme jusqu'à, très précisément, mai 68, c'est ma date butoir dans cette proposition. Le premier moment, je vous disais qu'il était donc susceptible d'être daté des présocratiques jusqu'au christianisme, c'est-à-dire 6e siècle avant Jésus-Christ, 2e après. À l'évidence, on démarre avec ce 2e siècle après Jésus-Christ, et on termine cette 2e période avec la Révolution française, aussi bien 1789, si vous voulez, ça peut être la mort de Louis XVI, qui peut être aussi l'occasion de voir qu'on peut décapiter un roi et que le roi peut se dire le représentant de Dieu sur terre, il n'en reste pas moins que le monde continue de vivre, et qu'un roi décapité, ça n'est pas la fin du monde, c'est un grand moment dans l'histoire de l'histoire et dans l'histoire des idées et dans l'histoire de la philosophie. On peut trouver une autre date, ça peut être 1792 et les débuts de la déchristianisation, commence à virer les crucifix, à vider des églises ou à commettre quelques exactions à l'endroit de l'église. Vous voyez, à l'évidence, on ne va pas dater très précisément. Foucault s'est beaucoup fait agresser sur la question de la folie en donnant des dates sur la question du renfermement, en disant voilà, ça démarre à telle date, et d'autres ont dit mettons un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc vous voyez quelle zone plutôt il faut signifier, et on verra qu'avec la Révolution française, il se passe quelque chose, un craquement qui est à peu près semblable dans l'histoire des idées au craquement qui a été le craquement chrétien.
Donc les lignages dont je vous parlais, l'idéalisme platonicien, le matérialisme épicurien, ces lignages-là eux-mêmes produisent des lignages et à la suite de Platon, dans la plus pure tradition de l'idéalisme, cette fois-ci il devient chrétien, plus tard il sera allemand, ce sera l'idéalisme allemand à l'université, on a Augustin, Saint Augustin, et ce qu'on appelle la patrologie. Patrologie, ce sont les pères de l'Église, ils écrivent en grec ou en latin, et ce sont des individus qui tâchent de relire la totalité de l'histoire de la philosophie, donc tous les gens dont je vous ai parlé, Épicure, Platon, aussi bien les idéalistes que les matérialistes, ils relisent la totalité de l'histoire de la philosophie, gardent ce qui peut servir le christianisme et jettent ce qui le dessert. Par définition, la philosophie devient la servante de la théologie, et tout ce qui ne sert pas la théologie à cette époque-là est détruit. On brûle de manière considérable, et il y a un nombre très important de manuscrits qui disparaissent à cette époque-là, avec des chrétiens au pouvoir qui invitent au bûcher et qui font savoir que seul importe les apologétiques, les grands livres qui célèbrent la vérité du christianisme. Comme je vous disais que l'articulation du premier temps se faisait avec le Phédon et puis avec la lettre Aménécée, eh bien la grande œuvre qui vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble le christianisme du IIe siècle de notre ère jusqu'à la Révolution française, c'est à l'évidence la Cité de Dieu. Un ouvrage qui concentre la totalité de l'idéal chrétien avec ce qu'on retrouve des propositions de l'idéalisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idéalisme, le dualisme, le manichéisme, la transcendance et l'idéal ascétique. Vous pouvez chercher ces grandes thématiques et vous les retrouverez dans la Cité de Dieu. C'est un ouvrage dans lequel on déconsidère la cité des hommes, celle dans laquelle nous sommes, au profit d'une cité de Dieu, celle vers laquelle nous sommes censés nous diriger. Et l'ensemble de la pensée d'Augustin, qui a été un fêtard dans sa jeunesse, c'est, après sa conversion, racontée dans les Confessions, c'est de mettre sa plume, son intelligence, qui était grande, au service du christianisme. On y retrouve la pensée classique, je dirais, du christianisme, les idées habituelles, je dirais l'idée de la faute et du péché. Cherchez la faute et le péché chez les Grecs, vous n'en trouverez pas. Prenez la Genèse et cette idée qu'il y aurait eu un fruit défendu, on pourrait s'entendre sur la lecture de ce fruit défendu, mais il y a un désir de savoir. C'est quand même ça, ce que dit la Genèse. On nous dit qu'il ne faut pas toucher du fruit de l'arbre de la connaissance. Et ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à comprendre, obéissez. La femme, elle, n'obéit pas, elle se rebelle, elle invente d'une certaine manière l'intelligence contre Adam qui lui préfère la bêtise de l'obéissance. Et je dirais la lecture chrétienne de la faute et du péché induisent une misogynie dont nous ne nous sommes pas remis, et je trouve qu'il y a dans l'idéal ascétique cette idée que la femme est d'une certaine manière le symbole du mal, de la négativité, de ce qu'il faut refuser, récuser. Il y a cette grande tradition dans l'idéal matérialiste d'une pensée féministe, mettons ça entre guillemets, mais ça peut fonctionner. Il y a un féminisme épicurien à l'évidence, on en reparlera, et une pensée misogyne du côté des chrétiens, une célébration du ciel, la misogynie, la faute, le péché, et puis une espèce de déconsidération de la raison. Les philosophes ont pensé qu'effectivement il fallait s'arracher au mythe et qu'il fallait produire de la raison et du discours sensé, qu'il fallait en finir avec les histoires racontées par Homère. C'est pourquoi Épicure n'aime pas beaucoup Homère, il trouve qu'il raconte des histoires et qu'il ne raconte que des histoires, que les mythes on ne peut tout de même pas croire à ces balivernes. Eh bien, le christianisme en invente de superbes, une vierge qui enfante, un esprit qui descend du ciel sous la forme d'un ange, des anges qui n'ont pas de sexe, enfin toutes les histoires que vous savez, des miracles, tout un tas de choses qui sont d'une certaine manière sur le terrain de la réflexion et de l'intelligence des régressions. S'il y a une figure dominante et qu'elle est Augustin, il y a une figure dominante et alternative, et je l'ai cherchée. Je l'ai trouvé, mais encore en venant vers vous, je me demandais si elle était pertinente, si un Montaigne n'aurait pas pu fonctionner, si un Lamétrie n'aurait pas pu fonctionner différemment. Puis finalement, j'ai choisi Spinoza. On verra, peut-être au moment où on arrivera sur Spinoza, l'idée paraîtra moins juste, mais je pense que Spinoza est vraiment la figure alternative dans cette période chrétienne, dans cette période de l'idéalisme chrétien, parce que, très précisément, dans l'éthique, un ouvrage majeur, cardinal, qui paraît à sa mort en 1677, trop prudent, je dirais, il avait déjà pris un coup de poignard dans la rue, Spinoza, il savait que la pensée était dangereuse et qu'il fallait être prudent à cette époque-là. C'est un prudent intelligent, au contraire de Descartes, qui lui est un prudent pas très intelligent, et qui célèbre le roi, et qui célèbre le pouvoir, et qui écrit en disant
je me ménage tout de même les rois et les princes, Descartes, alors que Spinoza préfère paraître de manière posthume, mais en même temps conserver à la pensée et à l'intelligence ses droits, c'est-à-dire la rigueur, la rectitude, enfin l'espèce de pensée juste et droite qui est la pensée de l'éthique de Spinoza. Il invente, lui, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler l'immanence panthéiste. C'est quoi l'immanence? Eh bien, c'est cette idée que le réel se réduit de manière horizontale à ce qui est. N'allons pas chercher du côté de la transcendance une vérité du réel. L'immanence est panthéiste parce que le réel et Dieu s'identifient. Panthéisme, c'est la définition du panthéisme. En grec, le pan de panthéisme, c'est partout. Théos, c'est Dieu. Dieu est partout. Dit Spinoza, Deus sive natura, dit-il dans l'éthique, c'est-à-dire Dieu ou la nature. Si vous lisez Dieu, mettez la nature, ça marche. Si vous lisez la nature, mettez Dieu, ça marche aussi. Cette option-là, elle est radicale parce que, d'une certaine manière, on a le théisme qui considère que Dieu existe et qu'il est responsable de tout. Une évolution avec le déisme, Dieu existe mais il n'est responsable de rien. Ce sont les hommes qui sont responsables du mal et de la négativité. Et puis le panthéisme, et vous voyez qu'on prend doucement congé de Dieu, et avec le panthéisme, on considère que finalement Dieu et la nature, c'est la même chose, donc on en finit avec un Dieu personnel, avec un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, un Dieu qui nous regarderait, qui nous punirait, qui prendrait acte de ce que nous faisons pour nous sauver ou pour nous damner. On en finit avec ça, et d'une certaine manière, le panthéisme de Spinoza invente l'athéisme. On n'est pas bien loin de l'athéisme, d'ailleurs, il a cette réputation de son vivant, une réputation d'athée vertueux, mais d'athée tout de même. Il invente également un concept sur lequel nous reviendrons, qui est le libertinage intellectuel. Je reviendrai sur le concept de libertin ou de libertinage parce qu'il est surdéterminé et négativement entendu. Un libertin aujourd'hui, c'est souvent la caricature qu'on en fait, c'est-à-dire cigarette, whisky et petite pépé. C'est la collection de femmes, c'est la grande cave de Bordeaux, c'est les cigares de luxe et les voitures de sport. J'en Dormesson, quoi. Et ça n'a pas grand-chose à voir, je dirais, avec ce qu'est le libertinage véritablement. Le libertinus, au sens étymologique, c'est l'affranchi. Et le libertin, c'est celui qui est affranchi. Il est affranchi des pensées dominantes, des modèles dominants. Il pense librement, notamment sur la question de Dieu, sur la question des mœurs, sur la question de la morale, sur la question du comportement. Et d'une certaine manière, c'est une proposition que je vous fais, mais je pense que le libertinage intellectuel de Spinoza invente la laïcité. Tout comme son panthéisme invente l'athéisme, son libertinage invente la laïcité. Il y a une célébration de la joie également chez Spinoza, et j'ai passé une partie de mon dimanche au téléphone avec un ami pour vérifier les acceptions du terme en latin. L'éthique est écrite en latin, qui est une langue étrangère pour Spinoza, qui était néerlandais, juif néerlandais, et qui utilise le mot Laetitia. Et cette joie est là à voir. Terence nous donne raison, et nous avons vérifié dans le Gaffio, qui fait l'autorité en termes de latin, la joie renvoie aussi bien au plaisir sexuel qu'au plaisir large, au sens large du terme. Donc il y a une lecture à faire d'un Spinoza hédoniste, c'est audacieux, ça n'a jamais été fait, j'ai vérifié aussi, et on essaiera de faire cette lecture-là ensemble, mais l'an prochain, s'il y a lieu. Et puis le monisme de Spinoza est aussi quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il réduit le réel à une réalité. Dieu c'est la nature c'est Dieu. Alors évidemment, il y a des variations à effectuer sur ce thème de la nature, et c'est toute la pensée de Spinoza, mais du moins il invente, lui, un matérialisme tout à fait subtil, et qui est aux antipodes de la critique qu'on en fait habituellement, matérialisme sommaire, qui réduirait bêtement tout à la matière. C'est bien plus subtil que ça, et Spinoza raconte cette subtilité. Dans ce deuxième temps, donc du christianisme naissant au IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à la Révolution française, eh bien, Épicure ne cesse d'infuser les penseurs et les pensées. Si Spinoza procède de Montaigne, si Lamétrie procède de Spinoza, ces trois-là sont des grands lecteurs d'Épicure. Il y a des preuves chez Montaigne, il y a des preuves chez Lamétrie, qui dit lui-même qu'il est spinoziste. Il n'y en a pas chez Spinoza, donc ça reste à montrer, aussi bien dans la correspondance que dans la totalité de l'œuvre, le nom d'Épicure n'apparaît pas, mais l'épicurisme est latent. Si nous voulons voir donc les effets de l'épicurisme et les enjeux d'Épicure et d'épicurisme, il nous faudra aussi examiner ces pensées-là. C'est-à-dire ces pensées spinozistes, matérialistes, sensualistes qui en procèdent. Troisième temps, cette historiographie, l'idéalisme allemand, je vous disais que c'est l'idéalisme qui domine dans sa version platonicienne au départ.
chrétienne ensuite, eh bien, on a une version de l'idéalisme allemand qui procède de Königsberg. Königsberg, elle a été Kaliningrad pendant l'époque soviétique, et c'est l'endroit où Kant, 1724-1804, a passé la totalité de sa vie. Pas quitté, il est toujours enterré sous un pilier de l'église aujourd'hui, de Königsberg, et l'idéalisme allemand invente une formule qui permet de récupérer le platonisme et le christianisme. À la suite de l'église, d'une certaine manière, l'université prend le flambeau. Il n'est pas étonnant quand je vous dis que l'université laisse, par exemple, ou la philosophie officielle laisse de côté ses pensées alternatives, eh bien, dans la mesure où l'université procède de l'Église, de manière lointaine, mais ça laisse tout de même des traces, on peut voir comment les enjeux sont communs, comment les intérêts sont les mêmes. Il y a chez Kant un désir de laïciser la religion catholique, la religion chrétienne. Je vous renvoie à un livre qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison, où Kant dit très précisément, comme André Comte-Sponville, que le christianisme c'est la vérité de la philosophie, mais qu'il faut faire l'économie de Dieu. Donc on laïcise, on formule d'une certaine manière, dans un langage philosophique qui peut faire illusion, un idéal qui reste l'idéal évangélique et chrétien. La figure alternative, tout comme il y avait un Épicure qui fonctionnait comme figure alternative à Platon, et puis un Spinoza qui fonctionne comme une figure alternative au christianisme ou à Augustin, c'est Jeremy Bentham. Je le dis à la française, mais voilà quelqu'un qu'on ne lit pas. Alors pour le coup, j'ai des plus grandes difficultés à trouver ces œuvres-là. Je les trouve, mais ça coûte extrêmement cher. Il faut passer par les bouquinistes et trouver des vieilles éditions françaises. Il n'y a jamais eu, depuis le 19e siècle, d'édition de Jeremy Bentham, qui est pourtant un penseur majeur, cardinal, totalement oublié, et qui publie en 1843 un livre qui s'appelle Déontologie, sur lequel on travaillera aussi, et qui est un ouvrage qui fonde l'utilitarisme et un petit peu plus tard le pragmatisme, mais plutôt l'utilitarisme. Philosophie, elle aussi, déconsidérée. Vous voyez comment l'épicurisme, vous voyez comment le libertinage, comment l'utilitarisme ont été déconsidérés. Ça dispense de penser et de réfléchir à partir de ces propositions qui sont faites, alors qu'il y a dans l'utilitarisme une pensée digne de ce nom, une pensée hédoniste, pensée politique hédoniste aussi, une pensée éthique de l'intersubjectivité. On pense souvent que l'hédonisme c'est un égoïsme, mais il y a une pensée d'intersubjectivité dans l'utilitarisme. Et cette pensée-là, par exemple, mériterait d'être lue, traduite, commentée et discutée. Et, parenthèse, nous ne serions pas aujourd'hui dans des impasses concernant les questions de la bioéthique si nous n'étions pas formatés par la pensée idéaliste allemande, si nous étions formatés par une pensée utilitariste et pragmatique, eh bien, nous penserions les questions de génie génétique, de biologie, de transgénèse, etc., d'une manière beaucoup plus intelligente que ne le font ceux qui partent avec des principes kantiens dans la tête. Petite donc digression, voire grande, sur cette lecture de l'histoire de la philosophie, sur ce grand balayage qui nous permet de voir quelle place peut prendre Épicure précisément. Je pense qu'on va revenir sur le détail d'Épicure maintenant, mais vous voyez avec cette espèce de grand balayage comment l'histoire des idées n'est pas une histoire plate, je dirais, n'est pas une histoire sans mouvement, toute tranquille. Elle est une histoire de combat, de polémique. Je vous donne ces deux termes de l'alternative comme une occasion de distinguer un combat, il y en a d'autres. Voyons donc un peu maintenant comment Épicure fonctionne, à quoi il a servi, de quoi il procède et comment il fonctionne. D'où il vient, ce qu'il est et ce qu'il permet. D'une certaine manière, c'est comment a-t-on construit Épicure. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on a pu construire Épicure et l'épicurisme. Épicure donc est une synthèse. Par définition, la synthèse, ça n'est pas ce qu'on dit aussi habituellement, un genre de coupé-collé, qui supposerait un mélange, pour utiliser le terme de Victor Cousin, un éclectisme qui permettrait, dans une espèce de grand sac, de faire un mélange d'un petit peu tout et d'obtenir une synthèse qui supposerait simplement une mise bout à bout d'un certain nombre de thèses qui courent pour fabriquer une pensée. La synthèse que Épicure propose, elle procède on est obligé d'utiliser un mot allemand parce qu'il n'y a pas l'équivalent de la traduction, un équivalent en traduction française, c'est Laufhebung chez Hegel. Qu'est-ce que c'est Laufhebung? C'est ce qui, dans la dialectique, permet de conserver et de dépasser.
Par définition, on a l'impression que dépasser, c'est laisser derrière soi. Eh bien, Hegel dit non, on peut garder quelque chose et le dépasser en même temps. Être fidèle et infidèle. Il faut dire en quoi on est fidèle, en quoi on conserve. Il faut dire en quoi on est infidèle, en quoi on révolutionne. Mais l'Aufhebung est un concept important parce qu'il n'y a pas de pensée sans ce mouvement de la conservation et du dépassement. Le cartésianisme, c'est Descartes plus une infidélité à Descartes. Le kantisme, c'est Kant plus l'infidélité à Kant. Le spinozisme, etc. Enfin, le marxisme aussi, c'est Marx plus l'infidélité à Marx. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'infidélité parce qu'elle a ses règles, elle a ses raisons. Qu'est-ce qui fait qu'on s'émancipe d'un maître? Comment est-ce qu'on s'émancipe d'un maître? Parce que ça prend du temps, entre Épicure, 3e siècle avant Jésus-Christ, et puis le cercle campanien, 1er siècle avant Jésus-Christ, voire Diogène de Nanda, dont on reparlera, 2e siècle après Jésus-Christ, il se passe, faites le calcul, un certain nombre de centaines d'années, et les histoires se modifient. D'abord l'histoire de Grèce, ensuite l'histoire de la Grande Grèce, le sud de l'Italie, et puis les histoires de l'époque et de la totalité du bassin méditerranéen, c'est-à-dire que les pensées se déplacent. On passe de Grèce à Rome, c'est pas rien non plus d'effectuer ce passage, et l'épicurisme c'est aussi l'histoire de ce passage. Donc Épicure synthèse, l'épicurisme synthèse aussi avec un S, synthèse au pluriel. Quelles sont les influences intégrées par Épicure? Eh bien, on va retrouver, point par point, l'ensemble des auteurs que nous avons considérés depuis le début de ce séminaire. Voilà pourquoi nous avons démarré avec le Leucippe, avec Démocrite, avec les Cyrénaïques, avec les Cyniques, avec les sophistes. Tout ça finit par faire sens. Cette séance est l'occasion de dire que tous ces îlots finissent par produire un archipel, et cet archipel, finalement, c'est l'archipel épicurien. Voilà comment Épicure s'y prend. D'abord, c'est le matérialisme. Il conserve le matérialisme de Leucippe et de Démocrite, et le matérialisme abdéritain est essentiel dans la pensée d'Épicure. Il ne nous reste pas grand-chose. 3 lettres, Épitoclès, Ménécée et Hérodote, qui sont 3 lettres que Épicure écrit à 3 de ses élèves. Et il ne cite pas beaucoup Démocrite, il n'aime pas beaucoup dire qu'il a des pensées qui le précèdent et qu'il se constitue à partir de pensées antérieures. C'est pas trop le style d'Épicure, mais on le sait, on le sent. Les universitaires ont travaillé là-dessus et ont confronté des formules, des formulations, des idées. Il y a à l'évidence une infusion, je dirais, de la pensée de Leucippe et de Démocrite qui sont bien mieux connues, évidemment, à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, souvenez-vous, on avait démarré la première séance avec Leucippe et on avait fonctionné 1 heure sur une phrase de Leucippe. Donc, vous imaginez bien que Épicure, lui, quand il aborde la question du matérialisme d'Abdère, il connaît ça bien mieux que nous, parce que nous n'avons plus que des poussières, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il retient comme idée essentielle? Eh bien, l'idée que nous avions déjà vue chez ces deux-là, Leucippe et Démocrite, qu'il y a un usage éthique possible de la physique. C'est-à-dire qu'il y a toute une théorie sur le vide, sur les atomes, sur les mouvements de ces atomes dans le vide, sur le réel qui est réduit à ça, du vide des atomes et le mouvement de ces atomes dans le vide. Il n'y a que ça, le réel c'est ça, dit Démocrite. Leucippe le disait avant lui, et Épicure le redit aussi. Et Lucrèce et les autres épicuriens, ça c'est une constante. La pensée épicurienne est matérialiste et elle réduit le réel aux atomes et uniquement aux atomes. Et cet usage de la physique déborde la physique et les sciences et s'en va voir du côté de l'éthique. Épicure nous dira, et les épicuriens aussi, et les athées par la suite, si le réel n'est que matière, les dieux peuvent bien exister, mais ils sont matériels. Si vous dites il n'y a que de la matière, ça n'exclut pas les dieux, mais ça exclut des dieux immatériels. Donc les dieux sont matériels. Et on verra comment Épicure s'y prend pour résoudre la question de la théologie avec des dieux matériels fabriqués avec des atomes subtils et dans des intermondes. Mais il se fait que la physique et l'usage éthique de la physique, voilà une idée qui se retrouve essentiellement chez Épicure. Voir pour ça lettres à Hérodote et à Pitoclès, qui sont 2 lettres spécifiquement consacrées aux questions de la nature et aux questions de ce qu'on appelait les météores à l'époque, c'est-à-dire de tous les phénomènes célestes. Ce sont les 2 lettres sur les 3 qui nous sont parvenues d'Épicure. Première synthèse, le matérialisme abdéritain. Deuxième synthèse, l'hédonisme cyrénaïque. Vous vous souvenez d'Aristippe de Cyrène, de sa pensée proprement grecque, bien que au-delà du bassin méditerranéen, enfin dans le bassin méditerranéen, mais au-delà de la Méditerranée habituelle des Grecs.
Il y a des différences, encore que, on verra, je trouve que ces différences sont un petit peu exagérées et exaspérées par les historiens de la philosophie et de l'université sur la définition du plaisir. On prétend que Aristippe de Cyrène était pour un plaisir en mouvement, alors qu'Épicure serait pour un plaisir statique, plaisir catastématique, etc. Enfin, on évitera les gros mots, mais on les expliquera au moment venu. Il se fait que, indépendamment des différences entre plaisir en mouvement et plaisir en repos, il y a une idée essentielle, et ça c'est ce qui permet de voir l'héritage cyrénaïque et l'héritage d'Aristippe chez Épicure. Le souverain bien, c'est le plaisir. Ne cherchez pas autre chose pour définir le souverain bien. La vérité, l'idée, la justice ou je ne sais quoi, c'est le plaisir, point commun entre Aristippe et Épicure. Troisième point, l'antiplatonisme. On a vu avec le Philèbe de Platon, le dialogue de Platon, comment Philèbe et Protarque étaient censés être des hédonistes de combat qui se débinaient devant Socrate. Comment en fait le combat n'a pas eu lieu faute de combattants, mais Platon existe dans l'histoire de la philosophie et comme une espèce de commandeur, comme un personnage à l'ombre impressionnante. Et il s'agit de tuer Platon, de tuer le père d'une certaine manière. Et il y a un antiplatonisme évident chez Épicure, parce qu'il s'oppose à la conception platonicienne de la vie mutilée. La vie mutilée est une notion que j'emprunte à l'école de Francfort, à Adorno, Habermas, Horkheimer et quelques autres. La vie mutilée qui suppose que l'âme et le corps sont déchirés, impossibles à réconcilier. L'antiplatonisme d'Épicure se manifeste dans la proposition d'une vie philosophique. On verra aussi ce que c'est qu'une vie philosophique pour lui et pour les siens, où justement le corps et l'âme sont réconciliés. Il y a une phrase qui a beaucoup fait pour la réputation d'Épicure et qui a beaucoup fait aussi pour qu'on le lise mal. Épicure a parlé des plaisirs du ventre, contraire de Platon. Le plaisir d'abord est condamnable, mais en plus de ça, des plaisirs du ventre, vous imaginez bien. Et le ventre dont parlait Épicure, c'était le ventre dans lequel se jouent la faim et la soif. On verra très précisément que pour Épicure, d'une certaine manière, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ou satisfaire sa faim et sa soif, c'est finalement parvenir à un état de sérénité qui définit le bonheur, ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Donc il y a eu des malentendus considérables sur la question des plaisirs du ventre, chez Épicure, qui n'a jamais fait l'éloge hystérique de la débauche, comme on a pu le dire, mais il y a une invitation très antiplatonicienne à faire avec le corps comme il est. C'est-à-dire, on n'est pas dans une logique du corps qui serait coupé entre une partie vénérable, son âme, et une partie détestable, sa chair. Le corps, c'est de la chair, c'est de l'âme, c'est du matériau, tout ça, ce sont des atomes, il n'y a que des atomes, et il s'agit d'aller chercher la jubilation avec ce corps réel, pas du tout avec le corps fictif dont Platon nous entretient. Autre point qui permet une synthèse chez Épicure, ou d'envisager la pensée épicurienne comme une pensée qui fait son miel de la totalité de ses butinages, je dirais, les sophistes. Souvenez-vous d'Antiphon, très précisément, plus que les sophistes, et de cette considération de la philosophie comme une thérapie. L'idée que la philosophie puisse nous sauver, nous guérir, et qu'il y ait dans un usage particulier de la parole, souvenez-vous de cette proposition que je vous faisais d'un Antiphon qui invente d'une certaine manière la psychanalyse, parce qu'il propose une thérapie verbale, qui est l'occasion de guérir les troubles des individus qui viennent le voir. Eh bien, il y a dans cette idée que la philosophie est l'occasion de faire la paix avec soi-même, dans cette idée aussi que la parole a des efficacités redoutables et qu'il faut jouer avec la question de la parole, il y a un usage, je dirais, d'Antiphon, qui devait aussi être connu d'Épicure à l'époque, même si la preuve n'est pas faite. Et on verra ça fonctionner dans le jardin, très précisément, qui est le lieu qu'achète Épicure, au nord-ouest d'Athènes, et dans lequel il installe son école. Il y a une pratique de la parole dans le jardin d'Épicure, une pratique de la parole entre les individus qui sont dans cette communauté, qui suppose qu'il a intégré cette leçon d'une philosophie comme une thérapie, même si ça n'est pas une spécificité sophiste d'Antiphon, très précisément, même d'envisager la philosophie comme une thérapie. C'est pratiquement la totalité de la philosophie antique qui envisage le philosophe comme le médecin de lui-même. L'idée d'envisager le philosophe comme un médecin d'autrui, c'est une autre idée qui me semble pour le coup spécifique à Antiphon, et avec laquelle Épicure fait ce projet, construit ce projet extraordinaire.
Il s'agit, avec la philosophie, d'être l'ami de soi-même. C'est une belle expression d'Horace. Horace dit il faut devenir l'ami de soi, être l'ami de soi-même. Et l'épicurisme est une invitation à ça, être l'ami de soi-même et ne pas être fâché avec soi-même. Ce à quoi oblige le dualisme qui nous contraint à nous fâcher contre une partie de nous-mêmes. Évidemment, on se fâche souvent contre la partie corporelle. C'est l'âme qui se fâche contre la partie corporelle. C'est ce qui fait qu'on est dans des logiques d'existence mutilée. Qu'est-ce que Épicure pourrait bien retenir de Diogène? Souvenez-vous de cette masturbation qui a, j'allais dire, fait couler beaucoup d'encre et qui en fait encore couler beaucoup trop sur cette idée qu'on verrait uniquement dans l'anecdote. Une anecdote et rien d'autre. Il y a dans ce geste de Diogène une invitation à réfléchir sur l'autonomie. En grec, être à soi-même sa propre loi. Le nomos dont nous parlions avec les sophistes, on le retrouve ici dans l'autonomie. Je suis à moi-même ma propre loi, je me fais à moi-même mon propre mode d'emploi d'une certaine manière. Eh bien, l'ascèse cynique, elle existe quasiment intacte, reproduite chez Épicure, qui considère effectivement qu'il faut construire son autonomie et surtout travailler au dépouillement. Épicure nous dira, on verra avec la question des désirs naturels et nécessaires, c'est-à-dire on verra comment Épicure dit très précisément qu'il faut travailler sur les désirs, voir lesquels sont naturels, lesquels sont nécessaires, naturels et non nécessaires, etc. Et comment on fabrique du plaisir et de l'absence de trouble, ce qu'il appelle donc l'ataraxie, en allant satisfaire uniquement les désirs naturels et nécessaires, ce qui ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire boire quand on a soif, manger quand on a faim, point à la ligne. Cette ascèse d'Épicure, elle est assez proche de l'ascèse cynique telle qu'elle est pratiquée chez Diogène et même chez d'autres, je dirais Antisthène par exemple, qui est le maître de Diogène. Il s'agit donc de réduire l'essentiel au nécessaire et il n'y a pas d'autre solution pour découvrir le bonheur et passer par le plaisir ou fabriquer du plaisir. Des sophistes, donc, je vous disais qu'il conservait aussi, Épicure, cette opposition entre physis et nomos, c'est-à-dire l'opposition entre physis, la nature, et nomos, la loi. Souvenez-vous, les sophistes disaient très précisément qu'il fallait préférer la nature à la loi. Eh bien, il y a des textes assez singuliers d'Épicure. On verra très bien comment il dit que le sage est un individu qui, s'il est sage, peut très bien faire l'économie des lois, peut très bien faire l'économie du droit, qui n'a pas besoin finalement d'être soucieux des lois de son pays ou des lois de sa cité. S'il est sage, il n'en aura pas besoin. S'il est philosophe, il n'en aura pas besoin. D'une certaine manière, le sage n'a pas besoin du nomos parce que quand il obéit à la physis, quand il obéit à la nature, eh bien il est dans le vrai et il n'a pas besoin de recourir aux lois d'une cité. Souvenez-vous également des réflexions que nous avions faites sur le Y, sur cette théorie des Y telle que Prodicos l'enseigne, Prodicos de Céos, un autre sophiste dont j'ai tâché de vous montrer qu'il avait lui aussi un passé ou un passif hédoniste. Il considérait, Prodicos, que d'une certaine manière il y avait un choix radical à faire dans son existence entre une vie philosophique et une vie triviale, et que le Y signifiait ça, c'est-à-dire que vous avez un moment où les deux bras du Y, dans un point de jonction tout à fait singulier, vous dit voilà, vous avez le choix dans votre existence entre deux types de vie. On avait vu aussi comment ça pouvait être manichéen et un peu sommaire que d'opposer aussi simplement deux choix d'existence. Mais cette idée, on la retrouve chez Épicure, qui lui aussi pense qu'il faut choisir entre la vie philosophique et la vie triviale, qu'on est tenu de faire un choix réellement dans l'existence. Ses suivants ne feront pas ce choix-là, en considérant qu'on peut vivre une vie philosophique dans la vie triviale elle-même, mais Épicure lui-même, dans une posture un peu austère du départ, invite à une conversion existentielle, considère qu'il y a un moment dans l'existence où il faut faire un choix qui nous engage définitivement, et il propose la communauté des amis, une grande pensée de l'amitié, Épicure, on verra aussi comment elle fonctionne, comment elle s'articule. La communauté des amis comme une possibilité de sécession d'avec le monde, c'est-à-dire vous êtes dans le monde, mais vous quittez le monde. Et vous pouvez arrêter cette vie triviale qui est la vôtre et rentrer dans le jardin, qui est donc le lieu, comme je vous le disais, qu'Épicure avait acheté pour y pratiquer la philosophie avec les siens, et faire cette sécession d'avec le monde et d'une certaine manière d'avec une partie de vous-même qui ne vous convient pas.
Cette pensée d'Épicure, elle est plus subtile que ce que je vous propose à l'instant en vous disant allez voir du côté des Cyrénaïques, allez voir du côté de celui-ci ou de celui-là et vous retrouverez des influences ou des interférences. Et je ne le fais pas pour le plaisir d'une réflexion sur le mode universitaire, les influences de tel ou tel philosophe, ça c'est du travail universitaire qui présente son intérêt, mais surtout pour montrer comment un philosophe peut cristalliser un certain nombre d'influences, de forces ou d'énergies, et comment la cristallisation de ces forces et de ces énergies peut faire de lui justement une figure importante et une figure cardinale. L'ensemble de cette pensée-là, on la verra à l'œuvre ensuite dans les courants qui structurent la version alternative, je dirais, à la philosophie austère et idéaliste, et on verra avec les communautés gnostiques, les frères et sœurs du libre esprit, libertinage matérialiste, enfin la pensée matérialiste française du XVIIIe, et puis dans la dernière zone, je dirais le sensualisme français et les idéologues au XIXe siècle, comment, puis, je l'ai oublié, le XXe siècle avec des gens comme Michel Foucault, Lyotard ou Deleuze, qui sont des gens dont on a dit qu'ils illustraient la philosophie du désir, et comment tous ces gens-là ont tous été marqués, de près ou de loin, par la pensée d'Épicure, par la pensée épicurienne. Donc vous voyez comment on aborde un continent essentiel avec Épicure, comment la pause était nécessaire, je dirais, pour faire une synthèse de tout ce que nous avons vu précédemment. Je ne veux pas dire que tout ce que nous avons vu précédemment converge sur le nom et la figure d'Épicure, mais quelque chose comme ça y ressemble. Et on verra par la suite comment le christianisme se construit. Ça, ce sera vraiment pour terminer notre séminaire de cette année, comment le christianisme se construit et ce que deviendront les idéaux épicuriens et comment ils seront transfigurés. Il y aura dans l'histoire des idées, pratiquement en permanence, à chaque fois que vous aurez une pensée subversive, alternative, eh bien vous aurez des citations, au sens large du terme, des citations d'Épicure, des citations ouvertes ou non, des références, des renvois, mais vous retrouverez toujours ces positions-là, le matérialisme, l'immanence, d'une certaine manière l'athéisme ou la récusation des dieux, de Dieu ou des dieux, la célébration du corps, et puis cette idée que puisque nous allons mourir et que nous n'avons qu'une existence, eh bien il faut faire de telle sorte que la jubilation soit ce vers quoi nous puissions nous diriger en permanence. Voilà donc pour vous inviter à faire une petite synthèse sur tout ce qui a précédé, tous les philosophes qui ont précédé, et pour vous préparer à aborder le continent Épicure. Alors pour construire cette proposition d'historiographie, je dirais, je me suis appuyé sur Paul Venn, dont je vous disais au départ tout le bien que j'en pensais, et qui est professeur au Collège de France, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages dont deux m'ont beaucoup servi. Le premier s'appelle Comment on écrit l'histoire, et il y a plusieurs éditions, mais choisissez la dernière, parce que dans la dernière, il y a un texte dans lequel il dit tout ce qu'il doit à Michel Foucault, et puis un autre texte extrêmement important, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Question extrêmement importante, parce que quand on abordera aussi la question des dieux épicuriens, on aura à réfléchir sur ce que sont ces dieux, comment on peut y croire. Qu'est-ce que ça veut dire croire aux dieux, au pluriel ? Est-ce que quand on raconte les histoires d'Hercule et les 12 travaux d'Hercule, on croit vraiment que Hercule a étouffé un serpent dans son berceau, ou est-ce que ça veut dire autre chose ? Il y a un très beau sous-titre à ce livre, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe, qui est Essai sur l'imagination constituante. Essai sur l'imagination constituante, et c'est une occasion pour Paul Venn de dire que l'imagination construit et que les vérités sont subjectives, elles sont évidemment arbitraires, elles sont relatives à une époque. Ça paraît évident à certains, ça paraît pas évident à tout le monde. Je renvoie à Martial Guéroux, qui est un livre qui s'appelle Dianoématique. C'est un mot un petit peu compliqué. Dianoématique, qui est en 2 volumes. La dianoématique, c'est cette idée qui consiste à croire qu'il y a dans l'histoire des idées une vérité qu'il s'agit de sortir, et qu'il y a une vérité de la philosophie et qu'il n'y a pas des vérités. Mais Paul Venn vous dit avec ces 2 ouvrages-là, ce sont des vérités subjectives et arbitraires qu'on vous propose. La vérité grecque, elle n'est pas dépassée par une autre vérité. Simplement, elle fonctionne avec ses codes et avec ses logiques. C'était des travaux de Michel Foucault qui lui permettaient de penser dans ces termes-là. Foucault travaillait sur la fin de son existence à la construction justement de ce qu'il appelait une épistémé,
c'est-à-dire un socle idéologique dans lequel se fabrique une pensée, et sur les interactions. Il y a des idées qui fabriquent une époque, et puis il y a une époque qui fabrique des idées, ça va, ça vient, et ça se trouve intercalé en permanence. Le travail du philosophe consiste à voir ce que sont ces mouvements, comment fonctionne cette dynamique, et je trouve que Paul Venn est très utile pour essayer de comprendre comment on peut faire une histoire de la philosophie alternative, ce que j'essaie de faire avec vous. Et puis, travaux de Henri-Irénée Maroux, de la connaissance historique. C'est un ouvrage bien fait aussi parce qu'on se demande rarement comment on écrit l'histoire ou comment l'histoire est écrite. On se contente de lire l'histoire qui s'est trouvée écrite. On imagine bien pourtant qu'un chrétien qui écrit l'histoire du christianisme, un communiste qui écrit l'histoire du Parti communiste, ou Jean-Paul II qui écrirait l'histoire de l'Église, dirait des vérités qui leur seraient propres, et pas forcément des vérités éternelles ou universelles. Henri-Irénée Maroux réfléchit sur cette condition de possibilité d'une connaissance dans l'histoire et de l'histoire. Et c'est très intéressant aussi. C'est un personnage intéressant également pour un autre livre qu'il est utile de lire, parce que je trouve que on arrivera à cette question-là, il faut envisager le passage de la pensée antique à la pensée chrétienne, et il a écrit un livre qui s'appelle Décadence romaine ou Antiquité tardive, et qui est un ouvrage dans lequel il réfléchit sur cette idée que peut-être il n'y a pas de décadence romaine, lieu commun qui est pourtant accepté habituellement, mais peut-être une antiquité tardive avec ses signes, ses gestes, et il explique en étudiant les drapés dans les sculptures, les constructions de plans d'églises ou éventuellement ou de temples, comment il y a une entité à proprement parler, et cette entité elle paraît moins un produit de la décadence que le produit d'une civilisation intermédiaire. C'est un livre intéressant à lire parce que je pense que nous sommes dans un moment intermédiaire pour les civilisations, et que penser le passage du monde païen au monde chrétien, ça peut être pour nous l'occasion de penser notre univers qui a été longtemps local au global, qui est celui que nous voyons sous les allures de la mondialisation, etc. Et il me semble que ces pensées-là sont utiles, pensées de l'époque antique, les pensées contemporaines sur l'époque antique sont utiles pour penser éventuellement notre contemporanéité. Voilà. Merci à vous pour aujourd'hui.